Bienvenue à la bibliothèque. Donc, aujourd'hui commence un nouveau cycle de conversation autour d'un livre. Et nous avons invité donc Mathias Rollo, qui est enseignant à l'école, et pour son livre La conception architecturale, et qui a donc face à lui Margot Darieux, qui est architecte, journaliste à MC, enfin, au Moniteur, et doctorante à l'USR, à l'UMR Auxerre. Merci voilà, beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, je suis ravi c'est vrai, de cette discussion-là qui a mis un peu de temps, parce que les choses, il faut toujours organiser les choses, on est tous très pris, donc voilà, on a enfin trouvé une date, et puis je suis ravi que ce soit avec toi, qui enseigne aussi à l'école par ailleurs, et puis voilà, qui a lu ce livre évidemment, mais dont je suis sûr sur lequel on va avoir plein de choses à échanger. Je pense on a suivi un petit peu la recette habituelle, visiblement, de ces conversations. Donc c'est plutôt Margot qui va présenter le livre. Moi, je ne suis pas du tout habitué à ce genre de format, mais finalement, c'est plutôt agréable parce qu'on ne se retrouve pas du coup dans une position de commercial à essayer de vendre son produit. Donc je suis plutôt content de ça aussi. Et puis je te laisse la parole. Très bien. Donc oui, moi je vais présenter ton livre. Et puis après, j'ai des petites questions que je te poserai à la fin. Si tu as envie de réagir directement à ce que je dis, n'hésite pas. Mais voilà, après, il y aura des questions. Vous avez présenté Mathias. Moi, je vais peut-être le refaire parce que ça me paraît important aussi pour introduire le livre qui, je pense, est très lié. Mais j'espère que tu nous en diras des choses à ton parcours personnel, à toi. Donc, tu es architecte, tu es docteur en architecture, tu es également praticien et enseignant. Et je pense que cette diversité de casquettes a nourri de plein de manières l'écriture de ce livre-là. Donc pour commencer, je voudrais dire que pour s'intéresser à une question qui nous touche tous ici, qui est en fait ce que je pourrais résumer en une question qui est que signifie faire du projet. Je pense qu'il faut une sacrée dose de courage et surtout du culot. Je pense qu'on te l'a dit plusieurs fois aussi. Parce qu'en fait, cette question-là, c'est une question ancestrale à notre pratique, qui est de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on conçoit un projet. Et si tant est qu'il soit possible de généraliser, quelles sont les étapes du processus de conception? Est-ce qu'on est capable de les édicter et d'en faire une chronologie? Je pense que du culot et du courage, donc, t'en as pas manqué pendant tous tes trajets hebdomadaires vers Montpellier. Puisque ce que j'ai compris, c'est que tu l'as écrit dans le train, ce livre-là. Alors, je te rassure, pour moi, il n'en transparaît rien de ce culot dans cet ouvrage, parce qu'il est plutôt simple et compact, simple dans son écriture. J'ai pris du plaisir à le lire, j'ai pas buté sur les mots, c'est bien écrit. Et il est court, les chapitres sont courts, efficacement titrés pour qu'on puisse se retrouver à l'intérieur. Bref, il est assez humble dans sa forme. Ce qui fait que cet exercice d'épistémologie qui était vraiment ambitieux se transforme en une sorte de petit manuel assez facile d'accès, ce que j'appellerais un manuel de mise au travail pour les architectes et pour les apprentis architectes. Je pense que c'est le mot technique du titre. Voilà. Un manuel donc que tu aurais adressé, mais on pourra revenir sur cette question des lecteurs, que tu aurais adressé aux étudiants. C'est en tout cas à eux que tu t'adresses clairement dans ton avant-propos, mais je pense aussi aux professionnels, aux architectes plus expérimentés, et enfin aux enseignants en architecture. J'ajouterais qu'ils auraient tout intérêt à se saisir de cet outil-là, pour mieux se connaître. Donc le sujet que tu nous proposes de découvrir avec ce livre, c'est, je te cite, de prendre un temps de réflexion, de recul et de théorisation sur un objet qui, d'après toi, est souvent peu exploré, c'est-à-dire le mot concevoir. C'est vrai que dans les écoles d'architecture et dans les bibliothèques, il y a peu d'ouvrages sur la théorie de la conception. Et surtout qu'en plus, dans les ateliers de projet, on a vraiment plus tendance à s'intéresser à l'objet qui émerge de ce processus de conception, à l'objet fini, plutôt qu'au processus intellectuel qui va y conduire. Au chemin qui va permettre de le fabriquer. Alors que la démarche de questionnement, c'est sûr, de l'architecte, elle est tout aussi intéressante que l'objet qui va en émerger. Ça, c'est une remarque qui avait déjà été ciblée par Panos Mandiaras lors d'un colloque au Collège de France qui s'intitulait « L'architecture entre pratique et connaissances scientifiques », où il avait dit que la créativité avait peut-être plus à voir avec l'identification du problème qu'avec sa résolution.
Et peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas justement la place de la recherche au sein des écoles et au sein des ateliers de projet, comme toi tu fais partie, d'explorer justement ce processus, d'essayer de l'intellectualiser et de le clarifier. Donc ce que tu proposes, encore une fois, c'est de clarifier le processus, je te cite, le rendre lisible, intellectualisable, manipulable et en dernier lieu, mieux maîtrisable donc. Donc si je parle un peu de la forme maintenant, sur la forme, je te l'ai dit, on se repère assez facilement dans ton livre. Car en fait, ce que tu proposes, c'est une progression qui va suivre en fait la progression, en tout cas celle qu'on pourrait croire, la progression du processus de conception. Donc tu proposes une entrée progressive dans la déconstruction du processus de conception. Tu démarres naturellement par la mise au travail. D'après toi, tu donnes des conseils, on peut le faire chez soi, en atelier, dans un bureau, entouré de post-it, de gris-gris, etc. Et puis tu vas jusqu'à la présentation des partis pris de l'architecte, par l'écrit, l'oral, le geste, en insistant sur la nécessaire clarté du propos. Cette politesse du philosophe, tu dis, en empruntant les mots du philosophe Ortega y Gasset. Tu proposes par exemple d'énoncer clairement en introduction d'une présentation la structure du discours, d'expliquer d'où partira l'argumentaire, de choisir certains points à mettre en lumière et de détailler déjà les points sur lesquels porteront les conclusions. J'ai été particulièrement sensible à ce chapitre parce qu'effectivement moi c'est un champ qui m'intéresse au sein des ateliers de projet, la communication du projet. Dans le cadre de tes recherches. Et dans le cadre de mes recherches également. Et puis enfin, à la fin, forcément, parce qu'on est à la fin du processus, tu ouvres quelques réflexions sur la position à tenir vis-à-vis de sa création. Tout ça est donc très concret. Il y a aussi des réflexions très concrètes, des conseils concrets que tu prodigues aux étudiants. Et en même temps, j'ai trouvé ça très bienveillant envers les étudiants, à qui tu rappelles aussi, je te cite, qu'un projet est une œuvre indépendante de son auteur et que c'est en tant que tel qu'il doit être jugé. En fait, c'est une manière, je pense, de fortifier aussi les étudiants face à la critique, de les engager à prendre du recul par rapport à la critique et pourquoi pas par rapport à leurs enseignants également, et surtout de considérer la critique comme un moment du projet, de la conception, et pas seulement un jugement contre une personne. Ce qui est intéressant, et tu le fais dans cette partie-là, mais tu le fais aussi ailleurs, c'est qu'en même temps, tu relèves les ambiguïtés, les difficultés, les limites de la critique, de l'exercice critique, donc de ce qui se passe au sein de l'atelier. Tu dis, un même projet architectural, même plan, mêmes images, même qualité, peut gagner ou perdre un concours en fonction du discours entendu, ou librement spéculé s'il n'y a pas d'oral, par le jury. Parce que la force d'un espace dépend en très grande partie du regard qu'on peut porter sur lui, difficile donc, parfois, de faire la part des choses entre jugement du projet et jugement du discours, et donc de l'orateur. Alors, je te lis, c'est assez long, mais c'est important pour moi de lire des passages comme ça, parce que pour moi, celui-là, notamment, est particulièrement intéressant, parce qu'il est représentatif de ce qui se tisse, en fait, à travers ton ouvrage. Pour moi, une superposition de discours. Parfois, il y en a 2, il y en a 3, et dans la même question que tu soulèves, et dans les mêmes propos que tu vas donner, tu vas t'adresser à différentes personnes. Ici, par exemple, sur cette question de la critique et de la communication du projet, tu vas parler aussi bien aux étudiants, qu'en leur donnant des conseils pratiques sur la façon de présenter un projet, d'entretenir une distance sensible par rapport à celui-ci. En même temps, tu vas questionner plus largement les architectes sur l'enjeu de la maîtrise du discours, écrit ou dessiné, pour se donner des chances de convaincre. Et puis en même temps, on sent pointer chez toi une critique du système des concours, donc du monde de la construction dans ses fonctionnements plus généraux, où, ce qu'on comprend d'après toi, les effets de discours peuvent parfois l'emporter sur le choix... peuvent parfois l'emporter lors du choix sur la qualité d'un espace architectural. Donc ce qui m'intéresse là, c'est que, et dans ton livre, ça arrive souvent, que tu déploies plusieurs niveaux de discours, plusieurs niveaux de débat, et que ton livre peut alors s'intéresser à un public d'apprentis architectes ou alors à un public plus averti que celui des étudiants. En fait, je compare ça un peu aux films dans lesquels il y aurait les traits d'humour du dialogue qui s'adresserait à une première génération de spectateurs, puis des clins d'œil dans les plans, dans le montage, à une histoire plus ancienne du cinéma qui s'adresserait à d'autres spectateurs plus initiés, ou alors les sous-titres de traduction, qui ne seraient pas forcément ceux du discours qui serait tenu, du dialogue tenu. Il y a d'autres passages aussi dans ton livre, donc je disais, qui relèvent du même travail du feuilletage de discours, comme ce chapitre, au début du livre, qui est titré « À quelle communauté se référer ?» Apprendre à lire les écoles architecturales et non les écoles d'architecture.
dans ce chapitre, tu engages les étudiants à questionner les inclinaisons doctrinales des ateliers dans lesquels ils veulent entrer et celles des enseignants qu'ils s'apprêtent à suivre. En même temps, très clairement, tu formules une critique directe aux enseignants d'architecture qui n'assumeraient pas, d'après toi, le travail réflexif qui te semble nécessaire pour créer un enseignement. Je te cite, « Il n'existe aucun cours sans cadre, entre guillemets. Il n'y a que des enseignements, pardon, tu es quand même pas aussi. Il n'y a que des enseignements qui ne savent pas, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas rendre lisible leur propre cadre. » Et pour moi, c'est vraiment révélateur de la façon dont ce livre est aussi écrit, à la fois envers les étudiants et en même temps un regard critique plus large sur le monde de l'architecture. Alors, parfois tu verses dans la philosophie, puisque de toute façon ce sont tes outils de chercheur, la philosophie, lorsque tu te questionnes sur le sens de l'architecture. Parfois tu vas toucher du doigt les sciences cognitives, et je trouve ça assez intéressant quand tu revendiques les bienfaits de la pause. À un moment, il faut arrêter de travailler pour pouvoir recommencer à travailler. Mais au fond, ce qui se tisse dans ce livre-là, c'est une décomposition simple des étapes et des enjeux du travail de l'architecte. Au fond, ce que tu arrives à faire, c'est à mettre à jour les savoir-faire de l'architecte. Sa capacité à problématiser, sa capacité à convaincre et à s'engager en mobilisant une certaine culture. Et c'est assez rare, finalement, cet exercice-là. Ce que tu fais, et tu l'avais dit dès le début, c'est que tu rends lisible, donc manipulable, le phénomène complexe de la conception, ce que maîtrisent parfois même sans savoir les architectes, puisqu'eux s'intéressent plus à l'objet bâti qui émerge de leur processus plutôt qu'au processus de conception. Et je pense, en tout cas on pourra peut-être en discuter, que c'est tout l'intérêt d'avoir des chercheurs dans les ateliers de projet. Des chercheurs qui sont capables d'intellectualiser le processus, de penser la discipline et sa pratique, et de ne pas s'intéresser qu'au résultat terminé, fini de ce processus. Alors après avoir dit tout ça, j'espère que j'ai pas trop mal présenté ton livre, tu ajouteras des choses si tu as des choses que tu as à dire. J'ai 2 ou 3 questions forcément. Alors d'abord la question sur la phase... Pourquoi tu as écrit ce livre, déjà très largement. J'ai l'impression que ce livre, en fait, avant de s'adresser aux étudiants, aux enseignants, aux praticiens, ça a d'abord été un outil pour toi. Bon, comme n'importe quel livre, on pourrait dire, qui est d'abord un outil pour son auteur. En tout cas, ce qui m'a un peu sauté aux yeux à la lecture de cet ouvrage-là, c'est qu'il est le reflet, je pense aussi, parce que je suis dans cette position aussi également, le reflet des questionnements légitimes d'un jeune enseignant qui commence sa carrière d'enseignant, et qui se fabrique à l'aide de ces outils, donc toi c'est la philosophie, l'épistémologie, etc., qui se fabrique un manuel de pédagogie du projet qui n'existe pas. Quand on arrive dans les écoles et qu'on s'apprête à enseigner, il n'y a pas de manuel de pédagogie du projet, et je pense que d'une certaine manière, tu te l'es créé avec cet ouvrage-là. Alors, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que ce livre, tu l'as pas d'abord écrit pour toi? Et si c'est le cas, et à quel moment il intervient dans ton parcours professionnel et intellectuel, et comment il s'y inscrit? Et au fond, qui est-ce que tu accompagnes vraiment dans une meilleure connaissance de lui-même? Est-ce que c'est toi, ou est-ce que c'est vraiment les enseignants? Voilà. Première question. Merci. Merci pour la présentation, qui effectivement est très bien, et c'est pas facile de présenter un livre, parce qu'en fait, c'est vrai que la question, là, si je m'adresse à vous, mais même quand on vient assister à une présentation de livre, finalement, qu'est-ce qu'on vient chercher? Je me pense toujours au monde du cinéma, et je me dis, on ne peut pas imaginer dans le cinéma une présentation de film avec le réalisateur qui serait là, et qui, pour présenter, donnerait la conclusion. Voilà, le héros meurt à la fin, à la 10e minute. Donc là, malgré tout, est-ce qu'on n'attend pas toujours quand même un peu ça? Alors qu'est-ce qui se passe on attend un peu la conclusion. Donc c'est pas facile à faire, parce que typiquement dans cet ouvrage-là, en plus, il y a 26 chapitres. Donc il y a au moins 26 essais de conclusions différentes, si ce n'est plus, évidemment. Et moi-même, je m'étais posé la question, je ne l'ai pas présenté encore, et je m'étais toujours dit, mais ça va être très difficile à présenter, parce que c'est effectivement une somme de petites choses. Et donc je te remercie pour les questions à la fin aussi, donc je vais essayer d'y répondre. Pourquoi directement? Effectivement, je pense que ça tient à ce que tu l'as dit, ça tient au fait que en tant que jeune enseignant, on se met soi-même dans une situation dans laquelle il faut improviser. Je pense que c'est positif, dans le sens où c'est dans l'improvisation qu'il se passe. Il y a des choses qui s'ouvrent, et qu'un bon cours, c'est un cours dans lequel on apprend quelque chose soi-même. Et que, en tout cas, moi, ayant été mis dans cette situation d'enseigner le projet, d'être responsable d'atelier,
forcément, ça m'a mis en mouvement énormément, parce que tout d'un coup, il faut dire que j'ai un peu je suis réfractaire, j'ai une tête à claque, j'ai toujours tendance à critiquer, etc. Donc là, pour une fois, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, alors ok, alors maintenant que tu as critiqué tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais mieux que les autres maintenant que c'est à toi? Donc j'ai essayé modestement, comme tout le monde essaye. Je ne sais pas si je l'ai fait mieux que les autres, ça c'est certain, mais en tout cas j'ai été confronté à des situations qui m'ont mis en mouvement intellectuellement. J'en ai une à laquelle je pense assez souvent, d'une étudiante à Montpellier qui un jour m'a dit, c'est une deuxième année, c'est tout début de la deuxième année, donc c'est leur premier vrai grand projet, et peut-être au deuxième cours, elle me dit, mais monsieur, elle vient voir à la fin du cours, j'ai une question à vous poser, etc. D'accord. Comment on fait du projet? Comment on fait pour concevoir? Je me suis dit, mais question évidente, question légitime, question fondamentale, et en même temps, quelle question difficile? Qui est capable de répondre à ça? Et je suis parti de l'idée que c'est pas, si j'avais des difficultés à y répondre, c'est pas parce que j'étais un jeune enseignant, parce que je savais pas, c'est parce que la question était difficile pour tout le monde. Donc peut-être qu'elle est mal posée entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faudrait la travailler, cette question. Mais en tout cas, je l'ai prise au sérieux. Je me suis dit, mais comment je peux revendiquer d'enseigner si je sais pas répondre à cette question? Alors je lui ai répondu d'une manière ou d'une autre, j'ai improvisé, mais semaine après semaine, effectivement, dans le train, en allant et en revenant de Montpellier, j'ai noté les choses qui me semblaient avoir eu lieu dans l'improvisation de la journée. Parce qu'on se répète beaucoup aussi dans une journée, donc on a le temps de travailler un discours, de le tester, de voir comment il réagit, de voir ce qui intéresse aussi. Et pour la première fois, du coup, il s'est monté dans ma tête un livre différent des livres que j'avais écrits avant, un livre qui avait un public que je voyais, un public qui était en face de moi, même s'il restait fantasmé, évidemment. Il y a tout un tas de choses dont j'avais vu que ça les intéressait. Quand je disais quelque chose, je me disais, ça a l'air d'être quelque chose qu'ils ne savaient pas et qui les aide. Il faut que je le retienne, ne serait-ce que pour moi. Et puis en fait, à force de prendre des notes, de les organiser, je me suis dit, tiens, mais peut-être ça peut intéresser d'autres gens, ou en tout cas d'autres étudiants que je n'ai pas eus. Et puis, de fait, en effet, après, est revenue cette position de me dire, bah, peut-être ça peut intéresser d'autres enseignants. Mais j'ai pas la légitimité pour dire aux autres enseignants comment ils doivent faire. C'est évident, et à la limite, je souhaite à personne de l'avoir. On ne va pas écrire des livres les uns contre les autres. Et donc, je pouvais de toute façon pas faire un livre sur comment enseigner le projet. Et puis, c'est pas ça que je voulais faire, parce que ce que je voulais... Enfin, voilà, mon énergie de départ, elle était dans cette idée qu'il faut essayer de répondre à ce genre de questions qui se posent légitimement dans le processus de conception et les difficultés. Parce qu'évidemment, les bons élèves s'en sortent toujours. Et si la méthode de conception est implicite pour tout le monde, si elle est inconsciente, si chacun fait sa recette, tant mieux. Sauf au moment où il y a une difficulté, sauf au moment où on est censé être dans une position pédagogique avec quelqu'un en difficulté, et où là, on ne peut pas lui dire bah, fais avec ton intuition, improvise, fais comme tout le monde, essaye, quoi. Enfin, non, il faut quand même qu'on ait un peu plus à lui dire. Et donc, il faut théoriser. C'est une évidence. Hein. On demande aux enseignants d'avoir une position théorique pour être enseignant. Et de fait, très peu de gens, malgré tout, s'attaquent à ce sujet que tu dis culotté, à juste titre, puisqu'évidemment, oui, comme tu l'as dit, on me l'a dit plusieurs fois. T'as écrit sur la conception, bah, tu ne te gênes pas. Et en même temps, alors bien sûr, je le comprends, et moi-même, je me dis merde, c'est vrai, il fallait peut-être pas le faire. Et après, en me raisonnant, je me dis mais non, c'est pas à moi de me sentir mal, c'est pourquoi je suis le seul, enfin, on est très peu à le faire. Pourquoi depuis Philippe Boudon en France, il se passe pas grand-chose sur le sujet, alors que ça nous concerne tous, que s'il y a des écoles d'architecture, un enseignement du projet qui est censé être le cœur des écoles d'architecture, pourquoi on n'a pas plus et de manuels, et d'essais critiques, et de pamphlets, et on devrait avoir une myriade d'un débat nourri là-dessus. Et effectivement, c'est difficile, et je l'ai fait modestement, donc c'est pas une écriture modeste pour faire modeste, c'est parce que sincèrement, évidemment, c'est une tentative qui reconnaît ses limites. Mais voilà, comme une invitation plutôt à dire, eh ben, si quelqu'un demain trouve que tout ce qu'il y a dans ce livre est nul, qu'il écrive un autre livre pour démonter ça, mais au moins on avancera, au moins le débat prendra place, et moi-même, peut-être je serai un meilleur enseignant parce qu'on m'aura montré mes limites. Mais voilà, c'est plutôt une... Donc pourquoi un peu pour ça, effectivement. Donc aussi pas que pour les étudiants, mais pour m'adresser à un public plus large. Et si
je note qu'il y a quelque chose dans ce que tu dis, et puis dans ce livre, autour de la légitimité. C'est une œuvre de jeunesse parce que de toute façon je suis jeune, donc tout ce que je fais c'est une œuvre de jeunesse. Est-ce que pour autant c'est bien, pas bien, j'en sais rien. En tout cas, j'en ai eu conscience en l'écrivant de ce fait qu'il y avait une difficulté sur la question de la légitimité et sur le caractère scientifique du livre. Aussi parce qu'au moment de le financer, cet ouvrage, on m'a dit mais c'est pas scientifique, c'est un manuel, donc tu livres tes recettes de cuisine, donc c'est pas scientifique. Et effectivement, moi ça m'a pas forcément plu d'entendre ça, parce que en tant que docteur aussi, on revendique une forme de rigueur et de sérieux dans l'argumentation quand on écrit, et que du coup je vois pas pourquoi il serait moins les scientifiques qu'un autre. Et malgré tout, j'ai essayé de prendre ça au sérieux, et donc c'est aussi pour ça qu'il est construit de la sorte, et qu'il y a deux parties, avec une première partie un peu plus épistémologique et une deuxième partie avec des conseils. Parce qu'effectivement, au milieu de l'argumentation, il y avait des conseils qui peut-être n'ont pas la scientificité ou qui seraient plus difficiles à justifier. Donc la deuxième partie est volontairement ne revendique pas cette scientificité-là, bien qu'elle me semble au moins aussi importante que l'autre. Après, j'ai essayé de m'entourer d'un comité de lecture qui était composé d'enseignants, d'étudiants, de gens extérieurs aussi au milieu, de gens qui ont été formés par exemple à la pédagogie, qui ont fait des masters de pédagogie et qui savent dans l'abstrait ce que c'est que la didactique, etc., pour tester un petit peu le livre et le solidifier d'une certaine façon et contrecarrer ce côté de recette de cuisine. S'il y a un tournant, enfin s'il marque un tournant dans mon parcours, ce livre, je dirais que c'est vrai que c'est la première fois que j'ai eu vraiment l'impression d'écrire en tant qu'architecte pour l'architecture. Les autres ouvrages que j'ai écrits parlaient d'architecture et j'étais déjà architecte, mais il l'abordait d'un point de vue extérieur, en profitant de cette extériorité pour porter un regard nouveau. Là, c'est une extériorité toute intérieure au métier quand même. Et c'est la première fois, comme je l'ai dit, que j'ai écrit à destination de quelqu'un, enfin d'un public précis, et que c'est vrai que ça m'a un peu choqué a posteriori. Ça m'a mis en mouvement sur mais comment j'ai pu écrire d'autres livres en sachant pas à qui je m'adressais. Finalement, c'est vrai, écrire un livre, c'est dire quelque chose a priori à qui que ce soit. On a la même chose à dire, ça n'arrive jamais dans la vie, on change de discours en fonction de la personne qu'on a en face de nous, ne serait-ce que on change de vocabulaire, on change de façon de le dire, et le livre, c'est peut-être pour ça que c'est difficile, c'est la même chose dans tous les cas. Et c'est peut-être encore plus dur quand on ne sait pas du tout à qui on s'adresse, qu'on s'adresse à tout le monde. Et là, au moins, j'avais un public plus clair pour moi, en tout cas. Et voilà, je crois que je vais essayer de continuer plutôt dans cette direction-là. Ensuite, je voulais te demander qui t'avait aidé à arriver à ces propositions, justement, à édicter cette liste de conseils que tu fais aux étudiants, donc, oui. En plus des autres, oui. En plus des autres lecteurs. Qui t'a regardé? Est-ce que ce sont des architectes? Tu parlais un peu de tes connaissances en théorie de la pédagogie, mais qui sont ces gens vraiment que tu as regardé travailler pour pouvoir en donner, pour pouvoir déconstruire le processus de leur travail? Alors c'est vrai que si j'avais été formé à la rigueur et à la méthode sociologique, j'aurais pas manqué de me poser ce genre de questions avant même de l'écrire, et là tu me la poses bien après que je l'ai écrit, et c'est vrai que je me la suis pas tellement posée de façon explicite cette question-là, parce qu'avec les outils de la philo par exemple, c'est pas une question forcément spontanée, et c'est resté un peu inconscient. Du coup, a posteriori, je dirais que bien sûr que j'ai lu des livres, on peut penser à celui de Renzo Piano, à Zumthor, même à Louis Kahn, qui parle quand même pas mal de la façon dont il travaille. Mais je pense pas que ce soit ça qui m'ait nourri à première vue en écrivant. Je me suis pas imaginé ces gens-là que je connais pas et dont je me fous un peu, en fait, pour tout dire. C'est-à-dire qu'ils conçoivent comme ils veulent, je sais pas. Je me suis plutôt imaginé mes étudiants, parce que eux, je les voyais. Si je pouvais observer quelque chose, c'était ça. Parce que finalement, c'est quand même un poste d'observation sur la conception. Génial d'être prof de projet, de voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui évolue, comment ça évolue, est-ce qu'il y a des choses qui décoincent, Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est une observation, mais le débat avec les collègues, ça c'est une évidence.
le débat sur des questions pédagogiques plus ou moins directes, c'est-à-dire parfois aussi en parlant de l'architecture tout court, on se rend compte des positions des autres enseignants, et donc c'est vrai que ça fait réfléchir, et puis soi-même, parce que comme tu l'as dit, bah oui, c'est un ouvrage que j'écris pour moi, pour mieux comprendre ce que je pense, et comment je le pense, et comment je peux le défendre. Et donc, c'est un peu d'auto-analyse aussi, peut-être sur les façons dont moi je conçois. Il y a un chapitre qui était très clair, en fait, et que j'ai volontairement obscurci durant l'écriture, par peur qu'on me le reproche, parce que c'était une méthode, justement, de conception telle qu'on n'oserait pas en formuler, parce que, justement, c'est tabou, quoi. On ne va pas dire, quand même, par quelles étapes il faut passer de façon trop claire, parce que ça serait enfermant, c'est vrai, ça serait un peu enfermant. Il y a d'autres façons de faire, puis surtout on est libre, et puis, etc. Donc je l'ai réobscurci, donc tout est présent, mais ça dit plus que c'est des étapes. Mais ça, c'était clairement, par exemple, un truc où j'ai fait de l'auto-analyse sur mes façons de faire, et je l'ai proposé à mes étudiants, encore une fois, en tant que presque propédeutique en 2e année, pour dire, voilà, bah, c'est le premier grand projet, bah, je vous propose cette méthode-là, et vous avez bien le temps d'inventer la vôtre après, durant les études et au-delà, si vous voulez inventer autre chose, mais au moins vous aurez, pour ceux qui ont des difficultés, une bouée de sauvetage, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en fait, c'est... Et enfin, moi, peut-être, mais tu as commencé à esquisser des réponses. Je voudrais t'interroger sur une contradiction qui, à mon avis, assez forte et qui, je pense, aussi explique qu'on te taxe de culot quand on reçoit cet ouvrage, de prime abord. Donc, en préambule, je te l'ai dit, tu dis... tu assumes complètement dans l'introduction de ton livre que ce que tu essayes de faire, c'est de lister les automatismes, les stratégies, les tactiques, etc., qui sont les véritables outils à la conception, et d'assumer qu'ils sont formulables. Parce qu'on pourrait, donc, en sous-titre, comprendre une accusation vers nous-mêmes, une incapacité à formuler et à refuser, en tout cas, de formuler ces stratégies, ces tactiques, etc. Donc toi, tu dis c'est faisable. Et après, plus loin... Tu nous parles quand même de l'irrationnel de l'exercice de la conception, et tu dis que ça appelle à une créativité, une réinvention, bref, un art, entre guillemets, de concevoir, parce que nous devons, architectes, répondre à un problème initial si complexe qu'il ne peut jamais être entièrement explicité en tout point. Nous devons réinventer perpétuellement un art de faire qui ne puisse être parfaitement limpide. J'ai envie de te questionner, parce que pour moi, là, donc il y a une contradiction manifeste. D'un côté, tu essayes de formaliser, de déconstruire scientifiquement, entre guillemets, le processus de conception. Puis de l'autre, tu assumes qu'à un moment, bah oui, on ne peut pas le faire, parce que l'architecture reste malgré tout un exercice irrationnel, un art, ce que tu appelles un art. Et je voudrais un peu savoir quelle position tu tiens dans la question de l'intuition, justement, sur cette question de l'intuition. T'en as dit quelques mots tout à l'heure. Est-ce qu'il faut assumer cette part d'intuition, ou est-ce que cette intuition fait partie du processus de conception et on peut la situer à certains endroits? Est-ce qu'elle se situe dans la non-linéarité de ce processus, justement? Et si le processus est clairement... on peut clairement le décrire, l'intuition, c'est la façon dont le processus se réinvente à chaque fois qu'un architecte l'emploie, se l'approprie, etc. Quelle est la part d'intuition, finalement, dans tout ce que tu décris? Est-ce que c'est pas ça, justement, qui pose aussi problème quand on interroge la conception? Si, bien sûr. C'est une très bonne question. Et en fait, l'intro s'ouvre là-dessus, si je dis pas de bêtises. Mais je vais faire une petite parenthèse pour arriver à cette réponse-là. Je pense qu'il y a 4 acceptions. Enfin, moi, en ce moment, je vois 4 acceptions derrière le mot architecture. En parlant d'architecture, quand on dit architecture, on peut parler de 4 choses différentes, au moins. En tout cas, je vois celle-ci en ce moment assez fort. Un objet, une discipline, une action, quelqu'un qui architecture son espace de façon individuelle, libre, il s'approprie les choses, etc. Il fait un peu d'architecture à sa manière. Et puis une forme d'éthique communautaire. Ça par l'architecture, les sociétés se réalisent. Enfin, bon, faudra avoir le temps de développer ça, mais bref. Et si on prend ça au sérieux, il y a bien une discipline architecturale. S'il y a bien une discipline architecturale, parce que ça légitimerait qu'il y ait des écoles d'architecture, etc., et qu'il y ait des docteurs en architecture, et que donc l'architecture en tant que discipline a quelque chose à apporter aux autres disciplines qui peuvent venir y chercher des connaissances propres,
un champ de référence, des méthodes, des visées, des objectifs, etc. Pour l'instant, ça reste très peu clair. Donc il faut qu'on se mette à ce travail collectif de définition de ce que ça peut être plus précisément que l'état actuel, qui est, à mon sens, très flou, tous ensemble. Et pour ça, il faut commencer quelque part. Et je pense que la première étape, ce serait de démystifier ça, en acceptant qu'il n'y a pas une discipline avec une méthode, quelle est la méthode de conception, quelle est la conception, mais qu'il y a des méthodes avec des pratiques. Et déjà, en fait, ça nous enlève une épine du pied parce qu'on peut en parler. Parce qu'on sort de l'exhaustivité tout de suite, c'est exhaustif ou on n'en parle pas. On peut commencer à en dire un petit bout, en tout cas. Et c'est comme ça que s'ouvre l'intro. Donc en disant, bien sûr, on peut poser la question en disant, est-ce que tous les concepteurs conçoivent de la même façon? Et si on commence par cette question-là, non, tous les concepteurs ne conçoivent pas de la même façon. Et donc, on ne peut plus parler de conception. Puisqu'ils font... Alors, c'est ce que ça sous-entend, chacun fait différemment, chacun fait ce qu'il veut, donc il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y a un intermédiaire. Et donc j'essaye d'en lister quelques-uns pour démarrer, pour dire, mais malgré tout, il y a des méthodes partagées par des gens. L'analyse du site, quoi que ça puisse vouloir dire, on est plusieurs à penser que ça peut être utile pour concevoir. Le dialogue avec le client, la maîtrise d'ouvrage, puiser dans des références historiques, tout ça, c'est des méthodes pour concevoir. Ça ne veut pas dire que c'est la méthode. Enfin voilà, je pense que ce livre, il vient de ce déplacement-là où je me suis autorisé à en parler à partir du moment où j'ai pu penser ça, de me dire je ne serai pas exhaustif et je ne chercherai pas la vérité, je chercherai des vérités. Oui, on peut dire, c'est une vérité aujourd'hui, qu'il y a des architectes en France et à l'international qui analysent le site avant de le concevoir. Donc, disons-le, essayons... Enfin voilà. Et je pense que ça, c'est une bonne méthode pour essayer de commencer à parler de la discipline avec ses contenus au pluriel, et après on verra voilà, si on a des majeurs et des mineurs, etc. Tout ça étant dit, effectivement, ça fait des éléments rationnels, démontrables, etc. Et terminant ces 26 chapitres rationnels, explicatifs, résolutifs, je me suis dit, je ne peux pas terminer le livre comme ça, c'est impossible, il faut... parce qu'on va avoir l'impression, effectivement, que j'enferme les choses, malgré que ce soit des et pas là, et ben, c'est enfermant. Et je ne me suis pas forcé, effectivement, pour avoir envie de terminer sur une conclusion de l'ouvrage, dont je n'ai plus le titre exact, mais qui s'appelle L'infini, l'ouvert, la folie. En essayant d'argumenter que, en fait, c'est ça l'architecture, c'est surtout des questions d'infini, d'ouvert et de folie. Et que, donc, effectivement, c'est tout un champ de l'irrationnel, de l'inexplicable, qu'il ne faut pas chercher à expliquer. La question, c'est plus est-ce qu'on peut l'expliquer ou pas, c'est pourquoi même il faudrait le faire, puisque de toute façon, c'est de la folie. Enfin, si c'est vrai, l'architecture en tant que les quatre choses, pour le coup, c'est une forme de folie. Enfin, c'est parce que c'est non nécessaire, par exemple. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est d'essayer de renouer, même si c'est une ouverture, avec ce que tu dis, qui est très juste, de dire oui, il y a une part d'intuition, il y a une part de... C'est inexplicable et qu'il faut pas... Je pense que c'est pas qu'on peut ou qu'on ne peut pas la résoudre, c'est qu'il faut même pas essayer, parce que c'est pas enrichissant. Ce serait pas enrichissant que de réussir, si on pouvait. Ouais. Des questions? On vous a pas remercié pour votre présence. Normalement, c'est un truc qu'on fait en introduction. Merci à tous d'être là. Et évidemment, merci pour tes questions. Et on a largement le temps d'ouvrir ce débat avec vous qui êtes là. Et je pense que ce serait assez riche de vous entendre, ne connaissant pas tout le monde, mais en connaissant au moins quelques-uns. Je sais que vous êtes concernés par ces questions-là. Moi, je veux bien forcer ma timidité naturelle. Merci beaucoup. J'en ai plusieurs questions. Alors, je tiens à dire que je n'ai pas lu le livre, donc je ne vais réagir que par rapport à ce que j'en dis. À ce que tu as dit. J'ai pas pris de notes, donc je vais un peu chercher mes questions, mais je les vois comme des nuages. J'en aurai trois. Alors, je vais commencer par une peut-être assez facile. À t'entendre, Margot, Mathias a tendance à reprocher, je vais être un peu caricatural, j'imagine que tout ça est beaucoup plus pondéré et nuancé, que l'enseignement de l'architecture souffre un peu trop de la culture du résultat de l'objet, il n'explicite pas assez son processus. Donc, effectivement, je vois à quoi ça fait référence. C'est probablement un écueil de la pédagogie de l'architecture par moment. Mais je vois tout autant l'écueil inverse.
très souvent, j'étais invité dans des PFE, etc., où je vois un projet très médiocre, dont on m'explique qu'en fait la méthode est bonne. Au DSA d'architecture urbaniste, il y a souvent des étudiants qui ont cette tendance d'essayer de faire valider la méthode pour dire est-ce qu'on est d'accord qu'on fait ça, puis ça, puis ça. Et moi, je sais il y a une forme, je pense, consubstantielle d'empirisme, et ça m'arrive de citer de façon un peu en pirouette un point de méthode d'André Corbos qui était pour la recherche et qui n'était pas pour le projet architectural, qui disait le mode d'emploi pour ouvrir la boîte et dans la boîte. Et j'y crois beaucoup de ça. Entre l'intuition pure, la créativité et la méthode qu'on supposerait un petit peu progressive par étapes, etc., il me semble que l'essentiel du projet architectural, de la conception, relève de choses qui sont pas tout à fait l'un, pas tout à fait l'autre, mais autre chose, qui sont pas, où la question du scientifique ou non scientifique ne serait pas un bon créatif. Enfin, dès lors qu'on essaie d'appréhender l'architecture par des termes qui seraient issus soit de la créativité la plus non justifiable ou la scientificité la plus mathématique, je pense qu'on n'est pas bon de se comparer à des choses. Et donc, ma première question, c'est de voir si, comme pour une part ce livre pointe certains travers de la pédagogie, si... Il se permettrait pas. Non mais c'est bien, c'est intéressant de le prendre comme ça, tu veux que ce soit la gratter, qu'on te réponde, comme machin. Donc est-ce que toi aussi, tu es parfois agacé par et je parle pas de la... Et je parle... Enfin, et on ne parlera pas de ce que de ce que Boudon a produit en termes de qualité architecturale pour avoir explicité la méthodologie. Est-ce qu'il y a un quelconque rapport entre... Alors, je vais encore plus loin, pour être un peu plus méchant. Est-ce qu'il y a un quelconque rapport entre l'explicitation de la méthode de projet et la qualité, au final, de ce qu'on produit? Autrement dit, si d'un point de vue très empirique, tu regardes là où, dans le monde, il s'est produit une formation de qualité, est-ce qu'à chaque fois, c'était parce qu'il y avait explicitation de la méthode? Est-ce que je peux répondre à cette première question avant parce qu'elle est très riche et effectivement, et peut-être tu voudras répondre aussi parce que c'est des questions. Je dis mais oui, on fait pas bloc, hein, mais effectivement c'est intéressant. C'est avocat, elle devient avocat maintenant. Ah ouais, c'est ça. Je vais laisser parler mon agent. Non, je n'étais pas très avocat. Elle devient. Elle ne l'était pas. Non, mais je suis d'accord, c'est évident qu'il y a aussi une importance de l'objet architectural, que parfois dans les jurys on constate ça, que la méthode ou le processus justifierait n'importe quoi. Ça c'est sûr. En fait, j'ai 4 petites trucs. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est je voudrais aussi dire, ce qu'on l'a pas dit, mais que ce livre, par exemple, il parle de géométrie. Et il y a un chapitre sur la géométrie avec des techniques et des réflexions sur l'idée de système géométrique, par exemple. Il parle de composition, pour le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il essaye d'aider aussi à une production d'objets et pas que de méthode. Il ne parle pas que de méthode. Je voudrais dire aussi qu'il surtout, il ne fait pas de moralisme sur la question de la méthode. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de dire voilà une bonne méthode, voilà une mauvaise méthode. Et si vous suivez une bonne méthode, sous-entendu, c'est bien. Et donc vous arriverez à des bons objets. C'est pas dans ma question. C'est-à-dire, en gros, il faut expliciter la méthode. Je ne veux pas dire qu'il y en a une. Tout à fait. Non, mais du coup, je reprécise quand même que c'est pas ce qu'il fait, parce que c'est vrai que ce serait pas juste. Et effectivement, il essaye d'aider à expliciter la méthode dans une optique où, encore une fois, mais c'est l'éthique que je me suis donnée à moi-même, peut-être à tort, hein, mais en tant qu'enseignant, de me dire, un enseignant qui fait réussir, les bons élèves, ils sont toujours bons, ils s'en sortent toujours. Ils n'ont pas besoin de nous pour être bons. À la limite, un génie n'a pas besoin d'aller à l'école. Il y a plein de grands architectes qui n'ont même pas fait l'école d'architecture. Donc l'éthique pédagogique, ça serait plutôt de savoir aider ceux qui sont en difficulté. Et donc je reviens sur ce que je disais, mais c'est pour ça qu'il y a un besoin d'expliciter une méthode pour ceux à qui on ne pourrait pas juste dire fais avec ton intuition, et qui ont besoin d'outils en fait pour après peut-être s'inventer librement, mais voilà, c'est dans cette optique-là qu'il essaye d'expliciter et pas dans une optique de dire c'est la méthode qui prime. Parce qu'après, oui, l'objet après me pose des questions philosophiques terribles que j'ai pas eu le temps d'aborder là, mais qui sont pas nouvelles par ailleurs et sur lesquelles j'ai encore moins de légitimité que sur celle-là. De type le beau est-il subjectif ou non? Moi, ça me hante en tant qu'enseignant de projet.
quand je dis mais non, ça c'est moche, ça c'est beau, enfin, je veux dire, c'est difficile d'échapper à ça. Ah, tu dis ça, toi, c'est moche, c'est beau. Non, mais je veux dire, mais on y est toujours malgré nous un petit peu. J'aime bien, j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est mal. Il y a toujours un truc qui traîne comme ça. Mais je pense, hein, c'est assez rare d'avoir des étudiants, des enseignants qui évacuent complètement cette question, parce qu'on est là pour valider ce qui a été bien fait et dire ce qui ne l'a pas été, enfin, selon des critères établis à l'avance. Alors ce serait peut-être ça la réponse. Il faudrait expliciter les critères sur lesquels il va y avoir évaluation, et dès lors, l'évaluation peut avoir lieu. Bref, mais toujours est-il que... Enfin voilà, la question de l'objet fera, je pense, peut-être l'objet d'un deuxième un jour, parce que je suis d'accord, elle est fondamentale, et peut-être là, elle est trop éludée, c'est sûr. Mais elle me posait trop de questions métaphysiques. Et alors le dernier truc que je voudrais dire, et je profite de tout ça, parce que ma femme est flûtiste, et alors elle enseigne au conservatoire. Et elle enseigne la flûte au conservatoire. Et en fait, pour enseigner la flûte au conservatoire à haut niveau, il faut avoir un master en pédagogie. Et alors moi, ça me hante aussi ça. Je me dis pourquoi nous, pour enseigner à la fac, à l'école d'architecture, en école d'ingénieur, peu importe, on a besoin de même pas une journée de formation. Et elle a besoin d'un master en pédagogie pour enseigner la flûte. En France, c'est ça aujourd'hui la législation. Ça me pose beaucoup de questions. Et donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressé à toutes ces questions de pédagogie, en me disant qu'à long terme, moi j'aimerais bien être un acteur s'il se montait quelque chose sur la pédagogie de l'architecture, je pense que ce serait bienvenu, j'aimerais bien y participer. Donc voilà, c'était aussi dans cette... Ça répond plus à la question du coup, mais j'en profite pour le dire. Voilà, ça fait partie du livre. Donc je peux attaquer sur la deuxième question, mais ouais. Alors sur celle-ci, sur le beau, il me semble, alors le terme de la philosophie, je le connais bien moins que toi. Il me semble que Kant a écrit la raison pure, et après il écrit sur le fait de juger. Je pense qu'effectivement, on n'est pas dans la raison pure, en architecture, on est sur le jugement. Et pour autant, juger d'une architecture, c'est comme juger d'un film. Objectif, subjectif, en général, quand on écoute des critiques de cinéma, on voit bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un regard par rapport à la discipline, aux références, il y a tout un système qui n'est pas de la raison pure, qui pour autant n'est pas du domaine j'aime pas. Même si au final, il y a une façon de construire le jugement qui peut être différente. Mais là, il me semble que c'est un registre où on est très nombreux dans ce truc-là. C'est pas un exotisme propre à l'archi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors l'autre question, elle est un peu plus délicate, enfin un peu plus... c'est que j'ai l'impression que dans la présentation là, tu dis, d'un côté il y a l'architecte, ses propos, ses théories. J'y suis allé voir un peu du côté de Renzo Pianca, bon, enfin, je m'en fous, puis c'est leur truc. Et puis après, quand même, il y a la philosophie, l'épistémologie, les sciences de l'éducation, ailleurs, ils font des trucs. Donc, en gros, il y a un machin qui est l'architecture, et à côté, il y a des savoirs constitués, comme si eux-mêmes n'avaient pas des problèmes personnels, d'ailleurs. Et donc, je me sers des uns pour éclairer les autres. On a eu dans cette école, il y a des gens, Jean Tarica, Sébastien Marot, qui ne sont pas venus de l'architecture au départ, sociologie pour un, philosophie de l'autre. Et très vite, ils ont fait le constat que ils auraient pu, certains prennent leurs outils du départ pour étudier l'objet architecture. Eux n'ont pas fait ça, ils ont fait ça un peu au début parce qu'il fallait bien qu'ils aient des outils pour rentrer. Voilà. Et puis après, ils ont découvert qu'il y avait une littérature architecturale vieille depuis Vitruve, pléthorique, souvent tout aussi intéressante au moins que celle de leur discipline d'origine, et que là ils avaient largement matière à bâtir une pensée, une théorie, etc. Et c'est d'ailleurs beaucoup de c'est à des gens comme ça d'ailleurs à l'école qu'on doit la connaissance du savoir disciplinaire dans cette école, c'est eux qui l'ont emmené. Et c'est pour ça que il me semble que quand tu posais la question de est-ce qu'une discipline, tu dis il y a au moins une discipline de l'éthique, mais il y a une production de savoir de fait. Depuis Vitruve, le bouquin de Pierre Quay explique même que l'architecture de ce point de vue-là passe pas trop de questions. Non seulement c'est un savoir constitué, mais c'est certainement l'un des plus anciens. Les autres n'étant que des avatars, des surgissements un peu tardifs de bouts de savoir, alors que l'architecture a cette intériorité d'être une sorte de ce que j'appelle moi une antidiscipline, qui n'a pas tout à fait les critères d'une discipline peut-être tout à fait moderne, mais qui a au moins le privilège de l'âge, qui là-dessus, moi, pour le coup, là où je ne te suis pas du tout, c'est que là-dessus, pour moi, la question, je sais qu'elle se pose,
Mais pour moi, elle ne se pose pas du tout. De la même manière que un médecin qui a fait son savoir par rapport à une pratique qui était de soigner, qui est très différente de la biologie. Il a un savoir qui est la médecine, chaque gens ne soigne pas pareil, mais il y a des médecins avant qu'il y ait des biologistes, et donc la médecine ne se pose pas des états d'âme de savoir s'il peut faire un doctorat en médecine. Et pourtant, c'est pas un doctorat en biologie, c'est un doctorat... Et ce qui n'empêche pas les perméabilités, etc. Et donc, je me demande pourquoi, donc c'est une double question, pourquoi tu as tant d'interrogations sur, en gros, l'existence d'un corpus très balisé, très fourni, très riche, très intéressant, issu de l'architecture, un corpus théorique, et voilà. Et est-ce que tu penses vraiment qu'il y a vraiment matière à toujours le regarder? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'extériorité sans passage par une discipline extérieure de type philosophie, épistémologie, sciences cognitives, enfin tout ça? Ou, moi, il me semble, là-dessus, d'un point de vue purement empirique, quand on regarde les grandes étapes de l'école d'architecture, ça a souvent été l'incursion de disciplines extérieures. Ça a été un moment d'émulation intellectuelle, mais ça n'a jamais coïncidé, ça c'est un point de la question dont tu n'as pas répondu sur le premier, ça n'a jamais coïncidé non plus avec les grands moments de l'architecture non plus. Ça a souvent été des moments expérimentaux assez intéressants, sans qu'il y ait eu des grands moments de concrétisation, de grandes époques ou de grands moments architecturaux qui seraient dus à l'arrivée de... Voilà. Enfin, à voir, hein, c'est une hypothèse que je mets sur le tapis, mais enfin, il ne me semble pas, à vue de nez, comme ça, qu'on a une sorte d'histoire de l'architecture qui serait constituée d'un truc endogamique qui grenouille jusqu'au moment où une discipline extérieure l'interroge, et là, on aura un grand moment. Donc, mais si je reviens à une question, si je resserre ma question sur la question méthodologique, pourquoi finalement ne pas être situé plus directement au cœur de la théorie architecturale pour penser ces questions? Sachant qu'il y a aussi des bouquins je ne l'ai pas lu, mais le bouquin d'Erzberger, je crois que c'est des leçons en architecture. Enfin, je pense qu'on peut faire au moins une bonne bibliographie d'écrits à peu près intéressants de théorie de la conception architecturale faits par les architectes. Et pourquoi ne pas être parti de là pour construire cette réflexivité? J'ai plein de réponses encore, et là, la question est bonne, mais tu me prêtes malgré tout des vues que je n'ai pas vues. Voilà, la limite. Je pense qu'effectivement, parce que je suis d'accord avec énormément de choses que tu dis, donc c'est que je me dis qu'il y a mes ententes forcément, parce que voilà, mais la limite de l'exercice. Malgré tout, j'essaie de me saisir de certaines choses. Plus pour faire avancer, enfin, dans une optique d'ouvrir encore le débat encore un peu. Je me demande si il n'y a pas malgré tout des questions d'objectifs disciplinaires déjà, et que si discipline architecture il y a, et depuis bien longtemps en effet, son objectif est en déplacement aujourd'hui, et qu'il est en réinvention, il est en métamorphose, et c'est pas clair, parce que ça part pas dans une direction. Mais si on pouvait écrire des traités à une époque avec l'objectif disciplinaire de construire selon les codes esthétiques d'une époque, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc déjà de ce point de vue-là, on ne peut plus les faire. Et donc, je ne dis pas qu'ils sont obsolètes en tant que champ de connaissances, mais ils sont à prendre en tant que passé, actualisable à plein d'égards, mais passé. Et par contre, le présent en tant que tel, qui fait le métier de la conception se réinvente complètement et s'élargit, et qu'on n'est plus uniquement vers des visées constructives, que la question de l'objet architectural se déconstruit aussi. Il y a des objets, il y a des échelles, qu'on ait un autre rapport à la maîtrise d'ouvrage, aux clients, à la société civile, et toute la naissance des collectifs aujourd'hui illustre ça aussi, avec le fait qu'on a d'autres rapports aussi avec les artisans de la construction. Il y a un flou qui s'installe à plein d'endroits, et qui me semble propice à essayer d'actualiser ce champ de connaissances, et qui ne se suffirait pas à lui-même. Donc je ne prétends pas le remplacer, je ne dis pas qu'il n'a pas de valeur, mais je dis juste qu'on peut s'appuyer sur ses épaules, en effet. Et il y a une bibliographie à la fin de l'ouvrage, effectivement, avec tout un tas de livres qui ont servi celui-là, qui en fait un de plus. Et donc je suis d'accord aussi avec le fait qu'évidemment, on est un corps constitué, j'allais dire, c'est pas ça que je veux dire, mais enfin, il y a une antidiscipline, peut-être effectivement, qui a une longue histoire, qui existe, qui ne tient pas sa réflexivité que de l'extérieur, ça c'est évident. Et je me place en tant qu'architecte, en écrivant ce livre, je ne me place pas du tout
je suis pas philosophe, d'ailleurs je me revendique pas philosophe ou épistémologue ou je sais pas quoi. Enfin, moi je suis architecte après de métier, de formation, de quoi que ce soit. C'est juste qu'effectivement, j'ai une affection particulière pour les outils de la philo que je connais un peu plus que les outils de l'anthropo, par exemple, mais c'est presque une coïncidence. Et puis je n'en fais pas vraiment un champ de bataille particulier. Et malgré tout, pour rebondir, je crois que tu l'as dit aussi, de cette antidiscipline qui n'a pas tout à fait les critères des disciplines actuelles. Et donc malgré tout, il y a un truc là aussi, c'est de dire, oui, c'en est une, mais quand même, les écrits de Louis Kahn qui font, je reprends cet exemple-là comme je pourrais en prendre d'autres, une part non négligeable, moi par exemple, de ma culture personnelle, au filtre des critères de l'université, ils ne sont pas scientifiques. Et ça n'empêche pas qu'ils soient super utiles. Exactement. Et c'est là que moi je dis pas... L'université est à plaindre, on est d'accord. Et peut-être que du coup, effectivement, il faut que nous, on refonde nos critères de valeur, de jugement, etc., qui nous correspondent et dans lesquels Louis Kahn aurait une place tout à fait... il aurait celle qui lui revient, en tout cas, et qui ne sont pas ceux de l'université, tant pis pour elle. Là, je suis d'accord avec ça aussi. Mais alors là, j'ai pas la prétention d'avoir fait ça en un livre. Et je me rends compte que... Quand on dit ça, c'est en creux, toujours pour se dire il nous manquerait quelque chose. Enfin, non, mais bien sûr. Alors qu'il faut dire c'est différent, mais du coup, assumer cette différence. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a des choses à rendre plus rigoureux dans certaines pratiques, dans certaines énonciations. Plus explicite, je dirais, juste en fait, partout, effectivement, mais bien sûr. On baladerait à l'université, ils auraient aussi des débats disciplinaires, pas rigoureux, etc. Et oui. Mais avec moins de doute sur le fait qu'ils soient une discipline. Parce qu'ils sont institués depuis plus longtemps à l'université, nous, il se trouve qu'on n'est pas depuis très longtemps à l'université. Par contre, dans l'histoire de la théorie, on l'est depuis plus longtemps. Voilà. Complètement. Et peut-être parce que l'université, justement, nous confronte en nous disant, vous n'êtes en France, en nous disant, vous n'êtes pas scientifique, etc. Non, et donc, on est obligé de se positionner. Je pense qu'ils ne le disent pas forcément. On croit qu'ils vont nous le dire, mais... Le complexe des architectes. Oui, c'est peut-être le complexe des architectes. Par contre, oui, on est amené un peu à expliquer ce qu'on est, malgré tout. Parce que, mais c'est une chance, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, dans tout ça, c'est une chance pour se réexpliquer. Et peut-être j'ai... en présentant le livre, on est forcément obligé d'essayer de justifier sa valeur, même modeste, et donc on essaie de montrer en quoi il apporte quelque chose. C'est peut-être ça, en essayant de faire ça, tu saisis l'occasion pour dire, mais attention, il y avait déjà quelque chose avant, bien sûr. C'est les autres qui doivent se justifier. Pourquoi ces disciplines ont été créées, les autres alors? Ah oui. Alors je terminerai par la dernière question, qui va nous ouvrir, qui va être un peu moins... Tu disais, enfin Margot disait que les enseignants, et c'est assez vrai pour le coup, ne se réfèrent pas assez à leur école doctrinale. Et tout existe, c'est que soit ils ne connaissent pas le cadre, soit ils ne veulent pas le connaître, soit enfin, bon. Et donc j'ai envie de te demander de basculer du théoricien au journaliste, là. C'est est-ce que tu peux nous dresser un panorama des écoles doctrinales? Rien que ça. Voilà, mais comme ça, puisque tu te dis, toi tu es enseignant dans deux écoles, même tu as des champs d'observation. Aujourd'hui, tu ferais comme ça une sorte de... Tu improviserais ici, peut-être tu as déjà pensé. Quelles sont aujourd'hui les grandes familles comme ça d'écoles doctrinales? Parce que quand tu dis école doctrinale, ça veut dire qu'on peut faire des familles. Je vais prendre le risque, mais c'est filmé et on gardera en mémoire que juste avant j'avais dit que c'était une improvisation et que je ne mettrais pas de nom et que c'est à compléter, que c'est peut-être un peu réducteur et caricatural parce que j'improvise des grandes boîtes. Mais en effet, il y a quelque chose qui m'a marqué dès la fin de mes études à Nancy où je suis rentré en conflit assez ouvert avec une école doctrinale qui était très forte là-bas à l'époque et que j'appellerais néo-moderne comme ça, un peu rapidement, mais qui me scandalisait, pour tout un tas de raisons qui m'étaient propres, mais en tout cas, il me semble qu'on peut en parler. Il y a des rescapés d'un mouvement qui, pour moi, a des choses à dire et à apprendre, et qui est très intéressant, mais qui devrait appartenir plus au passé, et avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, sur tout un tas de champs, explicite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Syrienne, l'école syrienne. Voilà, pour dire Syrianie, pour prendre un nom. Quels sont les principes de la doctrine non moderne? Alors, pour le dire, mais après, je vais pas continuer à improviser comme ça longtemps, mais pour le dire en deux mots, pour moi, c'est une école pré-anthropocène. C'est une école stylistique pré-anthropocène, dans le sens où elle n'a pas réussi à actualiser ses outils
à la question majeure de notre époque, pour moi en tout cas, en tant que citoyen, qui est le réchauffement climatique, la crise environnementale, etc. Elle ne parle pas de ça, elle ne s'y intéresse pas. Et d'ailleurs, il y a des praticiens de cette école-là qui le disent, qui disent « nous, on n'en a rien à faire ». Donc, moi, ça me choque. Voilà. Ensuite, après, j'ai terminé mon diplôme à Nancy, toujours, avec un enseignant qui s'appelait Felice Fanuel, et qui, lui, était clairement plutôt chez... Alors le mot est pas bon, je suis désolé d'utiliser celui-là, mais de la déconstruction, c'est-à-dire les années 90, qui avait bossé avec Eisenman, qui faisait partie d'une école avec des méthodes complètement différentes des néo-modernes, et qui était sur des questions plastiques, mais avec d'autres critères de jugement, d'autres outils pour travailler, d'autres finalités, enfin, etc. Aujourd'hui, moi, je me sens ni dans l'une ni dans l'autre, je me sens dans une troisième école à laquelle j'appartiens que très modestement en tant que praticien, mais à laquelle j'essaie de contribuer en tant que le reste de ce que je suis, qui serait, je sais pas, les territorialistes, pour le dire comme ça, enfin une nouvelle... des gens qui pensent qu'on s'insère dans des biorégions particulières, que le territoire et ses ressources propres sont à prendre en compte, qui est encore différent des néo-modernes et des constructivistes, avec les AJAP 14, etc., dont on parlait encore à midi, voilà, qui sont peut-être un courant quand même identifiable en France, entre Studio Lada, Jean, Studio 80. On n'a dit pas de nom, mais je veux dire, je peux le dire parce que je me sens assez enfin voilà, moi, et c'est encore une autre école. Disons qu'on prend que ces trois-là. Moi, ça m'aurait fait plaisir qu'à Nancy, au moins, mes enseignants assument ce côté-là et me disent, voilà, c'est un atelier néo-moderne, on va vous apprendre le nombre d'or, les 5 points de l'architecture, l'intérêt de faire des maquettes blanches en carton blanc, etc. Au moins, ça aurait été clair. Et j'aurais pu le prendre en tant que tel, et après déconstruire ce discours quand j'arrivais dans d'autres enseignements qui ne fonctionnaient pas comme ça, plutôt que d'être dans un flou où je ne comprenais pas pourquoi d'un semestre à l'autre, ce que j'avais fait qui était bien devenait nul, et vice-versa. C'est ça que je veux. Juste ma relance, et après je me tais, mais c'est la relance sur la question. Je trouve que là, tu utilises cette facilité de prendre deux catégories, les néo-modernes et les constructivistes, qui étaient un peu à l'œuvre, même avant que j'ai commencé mes études. Pour toi, te mettre dans la troisième famille, tu prends deux familles qui sont toujours là aujourd'hui, dans les enseignants, il y en a encore. Non, dont il reste effectivement des poudres, mais par exemple, je trouve que là, disons, les territorialistes n'ont pas des ennemis très, très difficiles à contredire, là, ceux-là. Tu ne te prends pas les ennemis les plus... si je prends par exemple celui, à mon avis, qui a essayé d'esquisser ça il n'y a pas très longtemps, enfin qui a donné une cartographie des doctrines, c'est Pierre Chabard dans Critique Acte, où il dit en fait il y a une crise de l'architecture comme équilibre entre la part de la forme, du contexte, des usages, et lui distingue deux familles aujourd'hui. Il dit d'un côté, il y a ceux qui sont qui ne pensent pas, enfin qui pensent qu'il faut, qui visent la dissolution de l'architecture, les collectifs, qui pensent processus, usage, où l'architecture est éventuellement à la fin un symptôme, et puis c'est voilà, donc toute la famille des collectifs. Et puis il y voit après la famille des Aurélie, Sandrocco, etc. Ceux qui au contraire sont les neurociens en gros. Qui considèrent qu'il faut au contraire, c'est une sorte de hystérisation du côté monumental de l'architecture qui va permettre de tenir toute la complexité du monde et les turbulences pour se replier là-dessus. Et lui-même disant, dans ces familles, il y a des radicaux qui sont selon lui pas très intéressants parce que jusqu'au boutiste, etc. Et puis il y a les pragmatiques, Rotor dans un cas, et puis du côté néo-rationaliste, je ne sais plus quel office. C'est Office, oui, voilà. C'est Office, et donc il dit, moi ce qui m'intéresse, c'est plus que de me situer dans une des deux familles, c'est trouver les pragmatiques des deux familles. Et donc là, je constate que, par exemple, ce courant, on va dire néo-rossien, tu ne l'as pas mis dans ta cartographie, et pourtant il est aujourd'hui... Parce que j'ai improvisé, mais on peut en parler, effectivement. Peut-être que toi tu ne l'as pas croisé non plus. Et est-ce que, non pas pris le virage de l'anthropocène, est-ce que selon toi, eux, au même titre que les non-modernes et que les déconstructivistes, n'ont pas pris le virage de l'anthropocène comme tu dis? Ils l'ont peut-être pris, à mon avis moins fort que d'autres, mais ils l'ont peut-être pris à leur manière, mais dont on peut bien s'entendre sur le fait que c'est pas la même école doctrinale que Boris Boucher, Pierre Vittorio Aurélie. Et elle a bien là deux façons de voir les choses. Après, je suis d'accord avec la conclusion
que tu prêtes à l'article de Chabart. Là où c'est plus intéressant, c'est tous les entre-deux. Parce qu'en vérité, une pratique comme Rotor, qui est tellement riche et variée, on ne peut pas le dire si elle veut la mort ou la naissance de l'arche. Effectivement, Boris Boucher, c'est la même chose. Je suis pas bon, mais je suis pas là pour répondre à l'article de Pierre Chabart avec tout le respect que j'ai pour lui en plus, mais pour dire simplement en plus que dans tout ça, j'ai pas laissé répondre Margot qui peut-être avait des réponses. Je veux pas non mais parce que tu t'es vu citer en début de plaidoyer à chaque fois, donc peut-être oui. Non, j'avais mes réflexions, maintenant elles sont parties, mais j'avais mes réflexions en cours. Non, mais sur la question de la discipline, sur la deuxième question, je crois, et sur l'apport des disciplines voisines, je trouve que justement, moi je serais plutôt du parti de dire qu'au contraire, il y a des grands moments de l'architecture qui se sont passés parce que des disciplines sont allées à la rencontre de l'architecture. Je pense à mai 68, qui a produit aussi des bâtiments et qui en a fait des expérimentations, des choses. Enfin, en tout cas, ça a permis, la rencontre d'une autre discipline a permis de faire émerger des choses au sein de l'architecture. La déconstruction, c'était un peu ça aussi. Oui. Tout raté que ça ait pu être. Mais Derrida n'a pas jamais compris quand Derrida est associé à la construction. Tout à fait. En tout cas, il y a eu un événement qui a fait bruit, qui a fait réfléchir et qui a provoqué un mouvement. Enfin, après, par contre, l'héritage architectural issu de 68, dans la production à cadrage large, je ne suis pas sûr que ce soit une architecture qui ait connu un bond par rapport aux années 50 ou par rapport. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une sorte de. Que ça a été fertile intellectuellement comme expérimental, c'est une chose, que ça a été... Je pense qu'on n'est pas... Je pense que voilà, aussi, il est peut-être un peu tôt pour juger de la portée réelle de ça. Mais je vois quand même 2 ou 3 bâtiments qui sont nés de ces mouvements-là. J'ai juste un exemple, moi qui me vient souvent, c'est l'Arlequin à Grenoble, oui. par la UA. C'est ça, j'allais vous citer la voilà, UA. Aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est une critique des modernes, intellectuellement beaucoup plus inspiré, nourri de discipline que un quartier de grand ensemble des années 50, etc. Pour en discuter avec Yves Lyon, qui était en charge de sa réhabilitation, et constater que ce type de quartier vivait beaucoup moins bien que des tas d'autres quartiers faits par des architectes beaux-arts qui posaient des beaux bâtiments, et que là, cette recherche, en l'occurrence, de retour de la rue, promue par les sociologues, etc., avait créé des désastres pires que de l'urbanisme moderne, Charles d'Athènes, bête et méchant. Et donc, il faut toujours se méfier que la belle idée, que l'intellectualisation et tout ça crée. Alors, peut-être que là est en germe des idées qui, après, vont grandir et se trouver d'autres formes plus tard chez d'autres générations, et qui vont donner lieu là à des choses beaucoup plus probantes. Mais en gros, c'est sur l'échec de l'Arlequin notamment, ou de l'Almagar, par exemple, de l'Almagar, où je me disais, même de là, il faut quand même qu'on tire le constat qu'il n'y a pas forcément à chaque fois, en l'occurrence, que les sciences humaines rencontrent l'architecture, c'est pas toujours pour le meilleur. Il faut le dire, après ça ne veut pas dire que... Mais ce que je trouvais intéressant, c'était de se dire que c'est peut-être parce qu'elle est capable de rencontrer d'autres disciplines qu'elle se définit elle-même comme une discipline, l'architecture. C'est dans sa rencontre avec les autres et de pouvoir accepter de rencontrer les autres qu'elle se confronte, qu'elle devient discipline, parce qu'elle est capable d'être contredite, complétée, transformée, etc. Et c'est sûr que les exemples de mai 68 sont pas tous probants. J'ai 2 petites questions. Plus courtes et peut-être moins difficiles que celle de Eric. On va laisser ensuite les étudiants poser des questions aussi. Alors, et puis vous nous direz, parce que donc, je te laisse poser les questions, mais au niveau du temps, on est parti pour jusqu'à ce soir là. Hein, donc, voilà. On a dépassé le temps. Il n'y a plus de bobine. C'est les étudiants qui décident. D'accord. Donc quand il n'y a plus personne, on arrête. Je pose mes 2 petites questions et puis après, avec plaisir, on écoutera 2 petites réponses si vous le souhaitez. Qu'est-ce que c'est le livre? Enfin, je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, on en a beaucoup parlé, mais je ne l'ai pas lu. Est-ce que c'est dans cette longue tradition dans laquelle tu t'es pas beaucoup situé, qui a essayé de remettre sur le devant de la scène à Eric, est-ce que c'est plutôt un cours? Il y a quand même une tradition des cours. Tu as évoqué Ernberger, mais avant ça, il y a Durand, il y en a d'autres. Enfin, il y a une tradition des cours
C'est pas très illustré. Un tout petit Ah, peu. si, Il y a une dizaine de petits... C'est pas très illustré. Bon, alors, est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est un traité? Moi, de ce que j'entends, j'ai l'impression que ça se rapproche assez fortement d'un traité, même si tu as dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de faire des traités. Parce que les traités, finalement, la plupart, ils sont de plusieurs sortes, mais ils passent quand même assez vite sur pourquoi l'architecture. Ils se posent plus la question de comment. Et j'ai l'impression que tu es assez proche de ça, finalement. Voilà. Ou est-ce que c'est un autre objet sur la pédagogie. Non, je reste dans la littérature plus proprement architecturale, théorique, c'est-à-dire un positionnement théorique, qui pourrait être justement le fait que, d'une certaine manière, le comment est plus important que le pourquoi. Parce que ça, c'est un positionnement théorique. Voilà. Et puis ma deuxième question, qui est complètement liée, mais c'est en réaction à qu'est-ce qui serait les écoles. Moi, je suis en train de faire un peu le même travail de contraint et forcé, parce que moi, je l'aurais jamais fait spontanément, puisque je suis en train de rédiger ce qu'on appelle l'égo-histoire de l'HDR. Donc c'est ça, c'est quand même se poser la question de comment on se positionne. Et puis ma vie, elle est au moins aussi compliquée que la tienne. Hein. Je fais à la fois du projet, de la recherche, de l'enseignement. Et tu es aussi passé par Nancy? Et je suis aussi passé par Nancy. Ouais. Ça, c'est compliqué. Et on s'en remet très difficilement. Et moi, il me semble que finalement, ce qui différencie beaucoup les positions, ou une manière en tout cas de se dire, de se positionner soi, voilà. Enfin, moi, pour l'instant, j'en suis là, dans ce que je suis en train de rédiger, mais il faut que je finisse, il faut que je mette un point final bientôt, donc j'en resterai peut-être là. C'est que finalement, pourquoi l'architecture, c'est peut-être finalement ce qui distingue le plus. Et est-ce que dans la proposition que je trouve très intéressante, sur laquelle je reviens de Chabart, de distinguer, en tout cas ces deux grandes écoles néo-rossiennes, et puis celle qui est amenée au collectif, enfin celle qui est... Eh bien, fondamentalement, l'architecture n'a pas le même rôle. Fondamentalement, on ne fait pas l'architecture, on ne s'engage pas dans le projet pour la même raison. Dans un cas, ça serait quand même pour, comment dire, poursuivre une sorte d'existence d'œuvre, ou en tout cas il y aurait quelque chose qui serait dit ou qui serait fabriqué avec l'architecture qu'aucun autre média, art, discipline ou n'importe quoi est capable de faire. Et puis un autre qui dirait, ben, elle sert, l'architecture elle sert, elle doit servir. Et elle sert notamment à résoudre un des problèmes majeurs dans lequel on est plongé aujourd'hui, qui est l'ère anthropocène. Je ne suis pas sûr que les néo-rossiens ignorent le fait, ils sont pas climato-sceptiques. C'est juste qu'ils pensent que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet de l'architecture. Voilà. Et du coup, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que toi, tu as tellement... Les questions sont plus simples que ça. Non, mais... Bon, mais peut-être justement, est-ce que tu n'introduis pas un troisième terme? C'est la question que je te pose, en disant finalement le comment, c'est beaucoup plus fondamental. Une troisième catégorie à l'article de Pierre Chabart. Vas-y, parce que ça me laisse le temps de réfléchir. C'est que le mot traité, je l'ai volontairement pas utilisé en fait dans ma présentation. Je l'avais mis et puis je l'ai enlevé parce que justement c'était m'engager à ta place. C'était porter un jugement à ta place alors que voilà, je te renvoie la question. Je l'aurais utilisé. D'accord. Donc dans le sens de... Pour toi, c'est plus proche d'un traité. J'ai essayé de le dire, en tout cas, qu'avec ce livre-là, tu prends position par rapport aux autres, plus qu'une... C'est pour ça que je te demandais la question de la destination réelle de cet ouvrage. Pour moi, tu prends en position par rapport à ce que tu penses, plus qu'un ouvrage universaliste. Quoi. Il y a plein de gens qui se sentent pas légitimes, bien qu'ils aient plein de choses à dire, et qui du coup n'écrivent jamais pour ça. Moi, j'ai pas ce problème-là. J'ai un peu la folie peut-être de la jeunesse. J'écris, puis après je vois si ça marche, si ça plaît et que c'est publié, tant mieux. Et je commence par écrire, après je vois. Par contre, je me sentirai jamais légitime pour réintituler ça, traité sur la conception architecturale. Là, je me sens... Donc, je sais pas si c'en est un, mais ça me paraît trop grand pour ce que j'ai essayé de faire de modeste, qui est Je pense pas que ce soit un cours non plus. C'est pas un cours d'architecture au sens où un cours d'architecture pour moi
se confronterait plus directement aussi que je ne l'ai fait à cette deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce qui pour l'auteur est l'architecture et comment on y arrive. Et bizarrement, cet ouvrage-là a éludé cette question-là. Pour pouvoir parler de la conception en général, il aurait pu s'appeler la conception tout court d'ailleurs, parce qu'il a prétention à parler de la conception urbaine tout autant qu'architecturale, tellement il essaye de rentrer dans une abstraction qui pourrait être claire dans le meilleur des cas, mais une abstraction comme après on peut redescendre sur n'importe quoi. Et à la limite, l'architecture ou autre chose, c'est pas important. Voilà, je ne sais pas répondre à cette question parce que aussi je me sens pas légitime pour répondre oui, c'est un traité, je peux pas faire ça. Donc je suis content que tu répondes à ma place, toi qui l'as lu et qui a préparé cette présentation. Je me fierai à ton avis. Sur la deuxième question... Mais je fais juste une petite parenthèse. Moi, tu dis traité de conception architecturale, mais est-ce que c'est pas un pléonasme? Est-ce que, un traité est toujours sur la conception architecturale? Non, je sais, c'est une question. Parce que quand tu titres ton ouvrage La conception architecturale, on pourrait dire traité, non? On pourrait dire traité, mais c'est vrai qu'il a volontairement une part un peu manuelle aussi, qui est moins glorieuse, qui est moins historique. Un manuel ne reste pas des centaines d'années comme un traité. Mais c'est vrai que modestement, il cherche aussi à être un peu un manuel, dans le bon sens du... manuel, hein. Ouais, bon, bah alors oui. Voilà. Vignol, c'est un manuel, non? Vignol, peut-être. Il y a un autre genre littéraire, architectural, tout le XXe siècle, qui est le manifeste. Il y a un chapitre ou deux qui sont manifestes à l'intérieur et qui complexifient un peu la chose. Mais je dirais pas que c'est un manifeste. J'ai écrit des manifestes, je pense pas que c'en soit à quelques petites touches près. Pour quelqu'un qui milite pour la réflexivité, si tu pas assez bien, dans quel registre tu te mets? C'est intéressant. Je me méditerai sur cette remarque. Non, et c'est vrai que la deuxième question, en fait, l'essentiel de mon activité de recherche de ces dernières années, ça a été fondé sur un principe tout bête de dire on s'entend pas sur les mots. Et comme on s'entend pas sur les mots, c'est simple de débattre, puisqu'on parle pas de la même chose. Donc après, on peut parler des heures, des années, des centaines d'années. Parce qu'on prend pas le temps de se demander et en fait quand on prend le temps de se demander clairement de quoi on parle, bizarrement en fait ça explique énormément de choses. Je dis pas que tout le monde est d'accord, mais presque la plupart du temps ça explique les positions de chacun parce qu'ils entendent le mot d'une certaine façon ou d'une autre. C'est comme ça que j'ai construit l'obsolescence, la critique de l'habitabilité, etc. Et le prochain que j'ai écrit, qui paraîtra bientôt, c'est pour ça qu'il essaie de faire le point sur ces 4 acceptions de l'architecture dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que je ne peux pas répondre pour moi à cette question pourquoi l'architecture, parce que déjà il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'on veut mettre derrière ce mot architecture, même pas en tant que définition, mais comme acception. Et après, oui, et après, pourquoi l'architecture, pour qui, effectivement. Et alors après, il faudrait que j'ai un peu plus de temps que ça pour me poser la question à moi-même et pouvoir y répondre. Mais j'ai pas l'impression, je le formulerai encore une fois pas dans les termes qui ont été posés là, parce que si l'architecture, elle n'est pas au service de l'anthropocène, mais tout militant écologique que je sois, je pense pas qu'on peut utiliser ces mots. Elle n'est pas au service de quelque chose, effectivement. C'est une fin en soi, en fait. C'est pas qu'un moyen au service de quelque chose d'autre. Donc en soi, je serais plutôt d'accord avec la première position qui dit il y a quelque chose comme une fin en soi. Et en même temps, je me sens effectivement très, très concerné par la situation écologique. Donc c'est peut-être cette troisième boîte-là qui me semble à l'œuvre aussi chez tout un tas de praticiens que j'aime bien, qui essaient de tenir ça, l'un et l'autre, c'est-à-dire l'histoire et les critères et la rigueur de la discipline en elle-même, avec ses codes et qui sont jamais qu'une culture parmi d'autres. Pourquoi l'esthétique des architectes serait meilleure moralement que l'esthétique prolétaire? Enfin, je veux dire, c'est jamais que deux cultures avec leurs esthétiques propres, il n'y a pas de moralisme là-dedans. Enfin, moi, je m'en détache de plus en plus. Mais ça n'empêche pas que je pense que l'architecture a une fin en soi et un intérêt. Et qu'on peut quand même s'engager sur des questions écologiques de façon très forte, avec tous les positionnements sociaux, par exemple, que ça doit générer sur le rapport au client, sur le rapport à la société, sur le rôle de l'architecte en société, etc. Et donc là, on pourrait commencer à répondre pourquoi l'architecture telle qu'elle est, à la limite, pourquoi l'agence telle qu'elle est aujourd'hui, pourquoi... on se pose beaucoup une question, par exemple, avec mon ami Florian,
Je dis pourquoi dans les villes, il n'y a pas un architecte qui tient un bureau et qui est au service de tout le monde et qu'on pourrait aller voir. On a besoin de redessiner même un meuble sur mesure, il est là pour nous aider, et c'est un service public. Alors évidemment, c'est à l'opposé de... C'est communiste comme réflexion, c'est à l'opposé du système dans lequel on est. Mais pourquoi il n'y a pas ce genre d'architecture? Ouais, ça c'est ce genre de question que, effectivement. Après, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ce qui me vient. Je voudrais juste que les étudiants ne croient pas, qu'on laisse penser que quand on est néo-rossien, on est nécessairement... Oui, oui, oui. Je pense qu'au contraire, il n'y a pas d'architecture comment dire, raisonnablement anthropocène qui ne soit pas foncièrement néo-rossienne. Confère la démonstration de Luis Fernando Galeano, dès lors qu'on déplace la question sur l'énergie grise, et qui fait qu'en gros, pour le dire vite, la chose c'est de construire un bâtiment pour plusieurs usages et qu'il faut faire agir la permanence de la forme. On est nécessairement, on reconduit pour une part, on se remet dans les pas de Rossi pour une part. Donc c'est pas... top pour Luis Fernandez Galeano, c'est la transformation. Oui, mais parce qu'il y a permanence de la forme. Parce qu'il y a de la... Il y a de l'énergie contenue dans une forme qu'elle trimballe avec elle-même, dans sa façon qu'elle a eue de configurer le spatial, etc. Position pas très grossière. Et sur Lynch reprend ça quand il dit qu'est-ce qu'on fera des autoroutes après la disparition de l'automobile. Il dit dans la mesure où la forme elle est là, est-ce que dans le paysage on pourra en faire autre chose? Là où avec une vision fonctionnaliste, tu démolis le truc. Et donc si tu le démolis, tu crames une énergie considérable. Et Pierre Chabart a écrit justement un article sur Bauschlager et Berley, dans un numéro précédent, et qui ont fait un hôpital en pierre, je sais pas quoi, qui justifiait justement les vertus écologiques de cette structure, parce qu'en gros c'était quelque chose qu'on ne démolira pas ou qui fera des belles ruines, etc. Donc je veux dire par là que ça, il y a des ponts. Non, mais c'est notre débat. Enfin en tout cas, je pense qu'il serait, et puis ici dans cette école, le thème de la permaculture est développé au sein de l'architecture expérience. C'est-à-dire que sur ces questions-là, c'est plus compliqué et on doit peut-être même trouver des noms modernes qui s'intéressent à ces questions-là. Je vous propose qu'on est très bien, avec grand plaisir. La parole est à toi. Plus simple que les 6 autres questions qu'on a eues, qui est vraiment sur la pédagogie en école d'architecture et où c'est une question qui va avec ma connaissance non exhaustive de la pédagogie en école d'architecture. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est traité dans votre livre, que j'ai pas lu non plus? Qu'est-ce que vous pensez de la non-existence, la quasi-non-existence du coup de commandes réelles dans l'enseignement de l'architecture, en opposition par exemple à des écoles de design où les étudiants vont répondre à des commandes dans un cadre réel qui vont aboutir à des projets qui existent pour de vrai, et aussi au statut un petit peu d'entre-soi des écoles d'architecture qui est peut-être du coup lié à ce statut disciplinaire, cette discipline à part entière, et du coup le fait qu'on ait très peu d'échanges. Par exemple, dans cette école, on a quand même des échanges avec des étudiants des ponts, mais qui sont extrêmement limités. On a peu d'échanges avec les métiers qui se situent plus dans l'artisanat et dans le domaine de la construction, ou du coup dans les domaines des sciences sociales, qui ont peut-être plus échangé avec les architectes après les années 68 à Vincennes, etc. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces deux choses qui sont pour moi un peu un manque dans la pédagogie de l'architecture? Ouais, c'est deux très bonnes questions. Je te remercie. Je pense qu'en effet, pour les choquer un peu, mais gentiment, moi je dis souvent à mes étudiants au début du semestre, en 2e année, parce que c'est encore le début de l'école d'architecture, on est là pour vous laver le cerveau, quoi. On est là pour vous reformater l'esprit complètement autrement. Vous arrivez avec une culture, vous sortez avec une autre culture. C'est un des rôles de l'école d'architecture qui, à mon sens, devrait aussi être assumé plus clairement. Je ne dis pas qu'il faut le dire comme ça, parce que je le dis volontairement pour choquer, évidemment. Mais il y a une acculturation à une discipline qui explique peut-être cet entre-soi, parce qu'on a besoin
En fait, être architecte, c'est quand même, à mon sens aussi, savoir se dire, si je dis ça, mon confrère va me huer, quoi. Je vais me faire pourrir. Enfin, c'est prévoir la réaction de l'autre. Et donc, si on peut la prévoir, c'est que malgré tout, il n'y en a pas non plus une infinité. C'est que malgré tout, on est reconnaissable en tant qu'entité avec ce qui est dedans et ce qui est dehors. Enfin, voilà, c'est une culture en soi. Donc, l'entre-soi, évidemment, il est critiquable, surtout quand on utilise cette expression-là, l'entre-soi. Personne pourrait dire entre-soi, c'est super. Mais je pense qu'il y a un temps nécessaire de quand même être dans un... c'est pas une tour, il ne faut pas que les écoles deviennent des tours d'ivoire, donc je vais aussi répondre à la première. C'est sûr que je suis le premier à regretter, mais plutôt en tant que citoyen, à la limite, que les écoles n'aient pas un rôle plus fort au sein de la société, qu'elles ne puissent pas participer à des chantiers de leur époque, à des combats de leur époque, et y participer de façon concrète, en construisant, en dessinant, en pensant, en théorisant, en concevant quoi que ce soit. Et là, je ferai une distinction entre le concret et le construire. C'est pas parce qu'on est concret, qu'on est sur un objet réel, enfin une commande réelle, hors de l'école, qu'on va forcément avec des perceuses. Et c'est intéressant aussi de connaître la matière, de fréquenter des artisans, mais c'est deux choses différentes qu'il ne faudrait pas mélanger. Et tout en disant ça, en tant qu'enseignant, je pense que c'est intéressant que dans les écoles, on apprenne ce qu'on ne peut pas apprendre dans le métier, ce qu'on ne peut pas apprendre hors des écoles. Et il y a des choses, malgré tout, quand on est face à un client, sur un projet, dans l'urgence de l'instant, parce qu'on n'a pas des heures pour réfléchir, il faut être convaincant, il faut... Je veux dire, voilà, il y a des choses vers lesquelles on n'est pas poussé, il y a des choses qu'on ne fait pas spontanément, enfin... Le cadre réel n'invite pas à creuser certains aspects, et heureusement que les écoles sont aussi un peu hors du réel pour avoir le temps d'approfondir ces questions-là. Donc ma réponse, ce serait dans tous les cas que heureusement qu'il y a tout en même temps, enfin qu'il y a une variété, qu'à la fois les écoles sont un peu d'entre-soi, mais qu'elles s'ouvrent un peu, peut-être pas assez, oui, peut-être qu'il faudrait aller plus vers les artisans, ça c'est vrai, je suis le premier à... Mais on ne sait pas, je pense que c'est une réponse un peu pragmatique, mais on ne sait pas l'inventer de façon pragmatique, cette rencontre avec les artisans, comment dire, au sens des conditions de possibilité. Il faut faire un contrat, combien d'heures, comment ça se passe, quels locaux, quelle matière, pour faire quoi. Enfin, ça demanderait d'inventer un dispositif qui n'est pas aussi simple que d'inviter un biologiste, si on veut, on l'a jamais fait, mais on peut le faire demain, c'est facile. Malgré tout, un maçon pour qu'il nous apprenne à monter des parpaings, c'est pas si simple. Et donc ça, il faudrait le faire certainement, mais voilà, il faudrait s'y mettre sérieusement pour voir comment c'est faisable à 150 étudiants en première année, voilà, sans que ce soit ridicule, quoi. Comme je suis complètement impoli, je me brûle de vous répondre sur une question que je suis d'accord sur la réponse de Mathias malgré tout, mais je vais quand même dire que c'est un truc un peu étrange. Chaque fois, de manière très récurrente, on dit toujours les écoles ne sont pas assez ouvertes. Alors moi je me pose deux questions. Je me pose, qu'est-ce qu'on connaît comme établissement public d'enseignement supérieur plus ouvert qu'une école d'architecture? Ouais. Et donc, dans le lavage de cerveau dont parlait Mathias, je pense qu'on a provoqué chez les étudiants le fait d'être dans des écoles, probablement les établissements les plus ouverts dans l'enseignement supérieur qui existent, ouais. Avec cette idée qu'on ne l'est pas. Qu'on ne l'est pas. Donc ça, dans le côté biaisé de la réalité qu'on vous a donnée, prenons cette école. Cette école, aujourd'hui... Le complexe de l'architecte. Regardez l'enseignement de Pascal Geoffroy. Entièrement tourné vers les Roms. On est les seuls, les rares, je pense, sur le campus à s'intéresser à cette question. À même, je crois, de temps en temps, même les faire venir dans l'école. On a fait venir des hommes politiques, des promoteurs, au DSA, le biologiste y vient, etc. Donc, certainement, c'est peut-être pas assez, mais je ne connais pas. Pour enseigner au pont, je peux vous dire que les portes sont beaucoup moins ouvertes. Je ne suis pas sûr qu'ici on peut parler de musique ou de cinéma, je ne suis pas sûr qu'à la fac de cinéma ou chez les musiciens on parle beaucoup d'architecture. Dans une école d'architecture on peut réclamer des cours sur la politique ou sur la musique, mais réciproquement on ne le fait pas. Donc juste il faut, je pense que l'aspiration à l'ouverture sur la société, avoir plus emprise sur la société, effectivement ça ne sera jamais assez, mais soyons lucides, on fait partie aujourd'hui, le paysage d'enseignement supérieur dans le système français, etc., dans le gradient d'ouverture, très largement des plus ouverts. Mais peut-être pas assez, mais pour autant, on est les derniers à être sur les tours d'ivoire.
j'ai pas dit que c'était pas ouvert. Hein. Mais surtout, ma question posait peut-être plus sur la pratique et le fait de pouvoir. Parce que le métier d'architecte, c'est quand même un métier qui est entre des dizaines de disciplines qui sont un peu réunies dans l'architecture, j'ai l'impression. Et c'est plus dans la pratique. On pratique ici, dans la plupart des écoles d'architecture, uniquement avec des gens qui ont une formation d'architecte, et du coup on reçoit un enseignement de plusieurs métiers et corps de métiers différents, mais en tout cas dans la pratique et dans ce qu'on produit, c'est là que je trouve l'entre-soi en fait. Si je peux répondre avec une note positive, en racontant ma vie, mais rapidement, à Montpellier, ce studio de deuxième année dont je parle, ce semestre, on l'a fait à Celles. Celles, c'est un petit village en ruine au bord du lac du Salagou, donc à côté de Montpellier. C'est un lac artificiel, et le village était juste à côté. Il devait passer sous l'eau, il n'est pas passé sous l'eau. Et du coup, il a été évacué par l'armée, alors qu'il est au bord d'un site magnifique devant un lac, en ruine, du coup, parce que ça fait 40 ans qu'il est vide. Donc il y a un ensemble de murs qui ont une tête vaguement de village en ruine, avec une municipalité qui, en fait, depuis à peu près 10 ans, je crois, donc il y a un habitant dans le village, mais il y a une municipalité quand même, bref. Après, il y a tout un tas de choses institutionnelles qui expliquent tout ça, qu'ils se battent pour, en fait, pouvoir réinvestir le village. Donc là, ils vont démarrer les travaux d'assainissement bientôt, avec tout un tas de systèmes hérités du Larzac, sur, en fait, des prêts... les gens, on leur prêtera une maison, ils la retaperont, ils devront la rendre au bout de 30 ans, mais en attendant, ils seront obligés d'y travailler, mais ils peuvent vivre. Enfin, voilà. Ils ont inventé, bon, certes, une espèce d'usine à gaz, mais quand même hyper innovante et enthousiasmante sur comment on se réapproprie un objet en ruine, bref. Et nous, on travaille là-dessus, et ben en fait, donc on a été les voir, ils nous ont fait présenter le village, les conférences avec tout ce qu'ils font, ils sont venus au jury, ils nous ont envoyé plein de docs sur l'état du site. Et avec toujours leur commande à eux de commanditaires finalement, parce que ça devient presque un client, sauf que personne ne paye personne. Et moi j'avais un peu peur au début de me dire attention, voilà, il faut aller les voir, et en même temps il faut qu'on reste libre dans les enjeux pédagogiques, etc. Il ne faut pas qu'on se mette à leur livrer une étude, parce qu'on est en deuxième année, on a nos propres intérêts dans tout ça, objectifs. Et ben pas du tout. Enfin, je veux dire, ça a été pour le meilleur. C'est-à-dire que eux, en fait, on leur a complètement ouvert l'esprit, alors que c'est des étudiants de deuxième année qui ont été très libres de faire ce qu'ils voulaient, qui ne se sont pas du tout enfermés dans leurs problèmes à eux. Et il y a eu un gagnant-gagnant qui s'est fait de façon complète, où je pense que pas empiriquement, on a vu que travailler avec quelqu'un dans le réel, ça n'empêchait pas de poser des questions théoriques, d'expérimenter, d'être libre, d'avoir un vrai travail pédagogique, quoi. Donc c'est pour moi super enthousiasmant, parce que ça résout un peu ce conflit que j'avais dans la tête aussi, de me dire on reste ou on sort. En fait, on peut faire les deux, et bon, c'est un cas particulier. Cela dit, ce que vous pointez du fait qu'un designer, dans le cadre de ses études, peut faire son objet jusqu'au bout, peut faire, dans le cadre académique, la simulation exacte de ce qu'il y a à faire dans effectivement l'architecture. Il y a après le cadre de la réalisation qui pose des questions juridiques de responsabilité, qui fait que dans les 5 ans... Et de temporalité. De temporalité, mais même de responsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les expérimentations qu'on fait en vrai, là, en tout cas en France, c'est la cabane et de l'éphémère. C'est toujours ça. Ou du design, enfin, ou du gros mobilier. On n'arrive jamais à faire un mur de soutènement, quoi. Ou un truc. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté un peu, voilà. À présent, la réponse de Mathias, je souscris totalement. On fait en 5 ans ce qu'on ne peut faire que dans une école d'architecture. Il y a plein de choses qu'on ne peut faire que dans une école d'architecture, que vous ne ferez pas dans la vie réelle. Le reste, vous le ferez. Donc, il y a juste un petit déphasage, mais qui est court à l'échelle d'une vie. Votre étude d'architecture, vous y penserez avec la larme à l'œil. Mais moi, je suis d'accord, parce que si, en tant qu'étudiant, on commence à faire des projets dans le dur, c'est un peu comme si on utilisait des usagers comme des expériences, parce qu'on n'est pas encore des vrais. Ça sert à ça. Non, mais vous
seriez encadré par vos enseignants qui, eux, sont chevronnés. Donc ça serait... Mais comme les médecins, ils se tâtent au début, ils soignent, ils ne sont pas tout à fait médecins, ils sont bien obligés. Il y a des patients qui y passent. Hein. C'est plus important. En médecine, il y a des règles. Justement, en médecine, il y a des règles d'éthique qui interdisent de faire des expérimentations sur deux catégories de patients différents. Qui donnent par exemple pour soigner le scorbut des citrons à l'un et pas à l'autre. C'est éthiquement. Oui, d'accord. Alors prenons les coiffeurs. Les coiffeurs, des coiffeurs, ils s'entraînent, et puis bon, ça donne ce que ça donne. Et, voilà, enfin, je veux dire, bon, oui, mais ça se réglerait, je pense. Ce problème se réglerait, pourrait s'encadrer. Simplement, effectivement, temporalité et responsabilité fait que ça ne peut pas être fluide, quoi, le côté on fabrique. C'est le problème de tout ce qu'on appelle fabrication, c'est toujours, au final, c'est toujours des cabanes ou des trucs, c'est des trucs anecdotiques qu'on fabrique, on finit, des trucs qui prennent la pluie dehors. Mais au DSA, le ODSA, on a ce problème-là que sur beaucoup d'études, alors l'ancrage avec le réel, on a des commandes directement données par les commanditaires, on accueille différentes personnes, même des expertises très différentes, d'ingénieurs, biologistes, En revanche, effectivement, on n'est jamais réussi dans le cadre académique à faire la maîtrise d'œuvre de l'espace public, par exemple. Chose qu'ils font à l'université de Minho, l'école d'architecture qui est à Guimarães, au Portugal. Eux arrivent dans le cadre recherche à faire de la maîtrise d'œuvre d'espace public. Vraiment. Bon. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser, mais en tout cas en France, c'est un peu un obstacle. Et c'est, comment il s'appelle celui qui travaille, qui est à Belleville, qui travaille sur les sans-abri, etc. Cyril Hanapp. Il a fait avec des étudiants, une association avec des étudiants, quelques constructions. J'ai un petit peu le cas, ce sont des constructions qui ont un statut éphémère et qui ne sont pas des vraies constructions. Enfin, c'est des marges pour le moment qui permettent ce type d'expérimentation. Je propose qu'on s'arrête sur ces belles ouvertures de ce qui resterait encore à faire et des débats qui nous enrichissent l'un l'autre. Et puis je te remercie encore, Margot, d'avoir pu permettre tout ça, en fait, parce que c'est aussi grâce à toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci.